y est, aujourd'hui, on va parler de Didier Raoult. Par contre, avant de commencer, sachez que, avant tout, je tiens à préciser que ceux qui viennent en espérant voir une vidéo cinglante, accusatrice et provocante, ce ne sera pas le cas. Cette vidéo n'a pas pour but de donner raison ou tort aux anti-pro-Raoult, ni de prendre parti. Nous ne prétendons absolument pas détenir la vérité, toutes les explications, être exhaustifs ou ce genre de choses. Nous souhaitons juste apporter quelques éléments de réponse à ceux qui se posent sincèrement et rationnellement des questions sur le côté scientifique et les dires de Raoult dans cette histoire. Ok, je démarre. Tout d'abord, je ne comprends pas pourquoi on ne lui fait pas confiance. C'est quand même un expert mondial dans le domaine. S'il y a bien une personne à qui faire confiance sur ce sujet, c'est bien lui. Alors, il faut bien comprendre qu'ici, nous n'avons pas affaire à un médecin qui soigne une angine, mais bien à une nouvelle forme de virus jusqu'alors inconnue. Et cela a trait à la recherche médicale. Et comme tout ce qui touche à la recherche ou à la science, on ne se fie pas à l'avis d'une seule personne, mais à un panel d'experts qui s'appuient sur des études scientifiques. Et l'avis, au travers d'études scientifiques, de bon nombre d'experts, n'est pas celui de Raoult. Non mais, c'est bien beau les études, mais là on est dans le concret. On a une pandémie mondiale. Il faut agir. Justement, il faut bien comprendre que les études cliniques et la méthodologie, ce n'est pas quelque chose d'académique, ce n'est pas quelque chose de pompeux, juste pour faire beau. C'est le meilleur outil actuel que l'homme ait trouvé pour éviter de se tromper. Et encore plus en période de pandémie, c'est comme cela que les médecins sauvent le plus de vies. En faisant vite, on fait souvent plus de mal que de bien. Ce que l'histoire nous a appris suite à des erreurs médicales, c'est que croire qu'un traitement fonctionne sans s'en assurer peut être nocif et même mortel. Ce sont les études cliniques qui permettent le mieux de s'assurer de l'efficacité d'un traitement. Prescrire un traitement sur la base de l'intuition, de l'expérience, du ressenti, sans études préalables qui le confirment, peut être extrêmement dangereux. Ainsi, ignorer les essais cliniques et croire que l'on a tout compris peut faire beaucoup plus de mal que de bien. Je te mets le lien d'une vidéo de Risque Alpha qui illustre très bien ceci avec plusieurs exemples historiques. Et je ne te parle même pas de la mobilisation, du coût et du temps perdu pour administrer un traitement de masse au niveau mondial qui ne serait pas efficace. Oui, enfin, les essais cliniques, c'est pas très moral non plus. On fait deux groupes, un que l'on choisit de soigner et un que l'on ne soigne pas. Tu trouves ça éthique, toi, pour un médecin? Laisser mourir un des deux groupes? En fait, ces questions éthiques n'ont de sens que si on sait déjà que le médicament fonctionne. Et ce n'est pas le cas ici. Pas le cas ici? Ici, tu raisonnes comme si on avait un traitement efficace. Or, si les médecins font des essais cliniques, c'est justement pour trouver un remède. En aucun cas, cela implique que l'on ne soigne pas l'un des deux groupes sur la base des connaissances actuelles. Dans le cadre de cette pandémie, les deux groupes, contrôle et test, ont reçu les soins standards. De plus, considérer le groupe test comme le groupe que l'on soigne est également un raccourci. Des fois, le médicament que l'on va administrer va réellement soigner, être efficace. Parfois non. Et parfois, il va même empirer la situation. C'est bien beau ces protocoles, mais en ce moment, on entend une crise. Il faut agir et vite. On n'a pas forcément le temps de tout bien respecter à la lettre et d'être très minutieux. Le plus important, c'est de sauver des vies. Bien sûr. Et c'est pour ça que les protocoles, les procédures et les publications ont été accélérés. Par contre, je te le rappelle, croire qu'un traitement est efficace sans s'en assurer peut être extrêmement dangereux à l'échelle mondiale et faire plus de mal que de bien. D'ailleurs, la dernière méta-analyse sur l'hydroxychloroquine et l'azithromycine pointe justement une augmentation de la mortalité suite à ce traitement. L'hydroxychloroquine, dangereuse. Un médicament qui existe depuis des décennies, que l'on a donné à des milliards de personnes, qui deviendrait subitement dangereux à cause du Covid? Comme par hasard. Ce n'est pas incompatible ni forcément surprenant. Il faut savoir que tous les médicaments actifs peuvent être toxiques. La seule chose à prendre en compte, c'est le ratio bénéfice-risque. La toxicité d'un médicament n'est pas un problème si l'efficacité du traitement en vaut le coup. C'est-à-dire si le risque lié à ce médicament est largement plus faible que l'effet clinique dans le contexte d'une maladie particulière. Mais ce n'est pas parce qu'un médicament est utilisé pour traiter certaines maladies qu'il peut l'être pour toutes. Utiliser un médicament dans un autre contexte peut être plus néfaste que bénéfique. Il y a aussi les contre-indications. D'ailleurs, l'hydroxychloroquine est déconseillée pour les personnes souffrant de diabète, de maladies cardiaques ou d'épilepsie par exemple. De plus, dire qu'elle est sans danger est exagéré. Elle représente la première source d'empoisonnement aux antipaludéens.
Elle doit être extrêmement bien contrôlée. Un seul surdosage peut être mortel. Et il y a aussi des facteurs de risque comme l'âge, l'obésité ou l'hépatite. Oui. Ou alors c'est Big Pharma. Qui a pensé à tout ça? L'hydroxychloroquine, ça ne coûte pas cher, mais le vaccin, lui, il coûtera probablement cher. Alors évidemment qu'ils vont discréditer la chloroquine. Le but derrière, c'est de s'en mettre plein les poches. Mais c'est qui Big Pharma? As-tu les noms de ces comploteurs? Des sources et preuves fiables? Qui te dit que la chloroquine et le vaccin ne sont pas produits par le même labo? As-tu accès au bilan comptable pour savoir le bénéfice net dégagé par la chloroquine? Sur quoi te bases-tu pour dire cela? Qui te dit qu'il n'y aura pas des accords de prix signés sur le prix des vaccins pour ne pas se faire trop de bénéfices? Du coup, ils ont aussi acheté des millions de médecins et de chercheurs dans le monde entier. Combien? As-tu des preuves? Non mais c'est évident. Ah bah oui, c'est vrai. Suis-je bête? Non mais sérieusement, est-ce que c'est tout ce que tu as? Est-ce que c'est ça ta preuve? Sinon, pour info, le labo qui produit l'hydroxychloroquine, c'est Sanofi. Et un des labos qui sera en charge de produire le vaccin pour l'Union européenne, c'est aussi Sanofi. N'empêche que malgré toutes tes objections sur la chloroquine, Raoult, lui, il soigne des milliers de personnes avec son traitement. C'est donc bien que ça fonctionne. Alors, une chose à bien comprendre sur cette maladie, c'est qu'elle a un taux de mortalité très faible, de l'ordre de 1% en France. Heureusement, la très grande majorité des gens guérit toute seule, sans les moindres soins. Ceci a pour conséquence que c'est beaucoup plus difficile de savoir si la guérison du patient est due au traitement ou si c'est son corps qui a fait le taf. Je te renvoie à notre épisode sur comment on teste un médicament. Le taux de mortalité peut ainsi être très variable d'un pays à l'autre, d'une ville à l'autre, car de nombreux paramètres autres que le traitement peuvent jouer. Comme par exemple la densité de la population, l'âge moyen, la saturation des hôpitaux, un dépistage précoce. Par exemple, à l'IHU de Marseille, il n'y a pas de service de réanimation. Et donc tous les malades les plus à risque, dont le taux de décès est le plus élevé, sont transférés ailleurs. Au passage, comme le taux de mortalité est faible, on ne peut pas observer un traitement avec des résultats spectaculaires. C'est pour ça qu'il faut beaucoup de données pour conclure et donc beaucoup d'études scientifiques. Oula, je t'arrête tout de suite. Le big data, c'est bien beau, mais Raoult, il est sur le terrain. Il soigne des vrais patients, lui. Ce n'est pas du big data abstrait. Comme les autres en fait, tous les patients qui voient des médecins, ce sont de vrais patients soignés par de vrais médecins. Les données de ces études ne sont pas des points abstraits informatiques et inventés. Chaque donnée correspond à un patient qui a été suivi par un médecin et qui a reçu un traitement. Ce sont toutes des données de terrain, comme tu dis, il n'y a pas de raison de les exclure ou de leur faire moins confiance. Et pourquoi on ferait plus confiance à elle qu'aux études de Raoult? Parce qu'il est très souvent impossible de conclure avec une seule étude. C'est en regardant l'ensemble qu'on peut se faire une idée. Mais toutes les études ne se valent pas. Certaines font preuve de méthodologie ou de statistiques faibles. D'autres vont être publiées dans des journaux prédateurs, c'est-à-dire des journaux qui acceptent n'importe quoi contre de l'argent. Il convient alors de faire un tri. Le plus correct, dans un premier temps, est de garder celle qui semble le plus solide d'un point de vue méthodologique et statistique. Généralement, les études de Raoult sont pointées comme ayant une mauvaise méthodologie ou de mauvaises statistiques qui ne permettent pas de conclure proprement. Oui, mais les autres études, ce ne sont pas mieux. Rappelle-toi cette méta-analyse du Lancet. Au final, elle a été rétractée. Les études de Raoult, au moins, elles ne sont pas rétractées. Rétracter une étude lorsqu'on a un doute est une excellente chose. Ce n'est pas une tare, la science se corrige. L'étude du Lancet était assez propre d'un point de vue méthodologique et statistique. C'est le manque de transparence et le refus de diffuser les données qui ont amené les chercheurs à se poser des questions. Il était alors impossible de vérifier et contrôler les résultats. Dans ce cas, l'éthique veut que les auteurs corrigent ou rétractent l'article, ce qui a été fait. Mais en ce qui concerne les articles de Raoult, les experts lui reprochent une mauvaise méthodologie qui ne permet pas de conclure. Comme son article initial dont le groupe test était composé de 26 personnes. Ils ont décidé d'en exclure 6 des statistiques finales, dont une qui a été décédée et 3 autres qui sont parties en soins intensifs. Faire des statistiques pour connaître le taux de guérison d'un médicament sur 26 personnes et en exclure 6 pour lesquelles ça s'est mal passé, tu avoueras quand même qu'il y a mieux comme analyse. Attends, je t'arrête tout de suite. Il a dit que plus un échantillon est petit, meilleures sont les statistiques. En fait, ce n'est pas exactement ce qu'il a dit. Il a dit que si on a un résultat de guérison spectaculaire, alors un petit échantillon suffit. Il a aussi dit que si on a besoin de grands échantillons, c'est pour montrer quelque chose qui ne fonctionne pas vraiment. Ici, la première phrase est vraie, mais la seconde pas vraiment. Bien sûr, ça dépend de la mortalité de la maladie. Comme je l'ai dit, il faut un grand échantillon pour avoir une statistique raisonnable due à la faible mortalité du virus. Mais quand il défend son traitement, Raoult s'affranchit des grands échantillons.
Par contre, quand il évoque un potentiel vaccin, voilà ce qu'il dit. On voit que la mortalité de cette maladie est très faible. Ça veut dire que pour qu'un vaccin soit fiable et acceptable, il faudra le tester chez plusieurs centaines de milliers, voire de millions de personnes. Il dit qu'il faut beaucoup de personnes. Bien sûr, on est d'accord. Que ce soit pour l'hydroxychloroquine ou le vaccin, pour connaître l'efficacité d'un traitement, il faut beaucoup de tests. Cela s'applique exactement de la même façon pour les deux. Non mais quand même si je comprends très bien ce que tu me dis, je te rappelle que c'est un professeur de renommée mondiale qui publie plus d'une centaine d'articles par an. Ah, alors ici, il y aurait beaucoup de choses à dire sur la déontologie qui lie les auteurs d'articles scientifiques, sur le H-index, sur le financement dépendant du nombre de publications, sur les revues prédatrices, sur ses propres revues, sur les articles d'un seul paragraphe acceptés dans la même journée, et j'en passe. Il est directeur d'unité, ce qui implique qu'il a co-signé beaucoup d'articles. Ça signifie également que quand tu dis mon article, ça ne veut pas dire que tu as travaillé dessus, que tu as vu les données, que tu as écrit l'article ou même que tu l'as lu. On fera une vidéo sur le H-index et les problèmes de publication. Mais pour faire simple, sache que publier c'est très bien. Mais publier beaucoup trop, comme par exemple un article tous les 2 jours, eh bien c'est comme un restaurant qui proposerait 200 plats à la carte. Tu te dis qu'il y a un truc et que c'est pas forcément de la qualité. N'empêche, moi je l'aime bien. J'aime son franc-parler, son côté anti-système. Je le sens plus vrai, je me sens plus proche de lui. Anti-système. C'est peut-être l'impression que tu as, mais c'est en utilisant et abusant du système qu'il en est là. Que ce soit par le système de publication, par le système de financement, par l'utilisation de sa notoriété, par sa médiatisation journalistique ou encore sa position au sein de l'IHU, il est un pur produit du système sur lequel il joue à se présenter comme l'inverse. Maintenant, j'aimerais que tu réfléchisses à ce point et répondes en toute honnêteté au plus profond de toi. Est-ce que dans toute cette histoire, ce qui te touche est réellement ton désaccord envers la science ou la médecine? Ou est-ce plutôt politique ou idéologique? Est-ce que tu ne chercherais pas un porte-parole, une idole, une figure iconique qui te représenterait et défendrait tes idéaux sociétaux? Quelqu'un avec qui tu te sens proche et compris dans cette crise? Quelqu'un pour te donner de l'espoir envers un gouvernement que tu désapprouves? Est-ce qu'au final, ton ressenti ne serait pas le reflet de ton cri de révolte intérieure contre un gouvernement auquel tu ne te reconnais pas?